Hey tout le monde. Alors je préviens, je risque de parler un peu plus doucement que d'habitude, même si je vais faire en sorte que ça s'arrange au montage, j'ai les oreilles bouchées. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et plus particulièrement un nouveau comment ça marche, sur un trouble qui est souvent mal vu, très stéréotypé, et malheureusement souvent confondu avec le TDI alors qu'ils n'ont strictement rien à voir. Alors la schizophrénie, comment ça marche ? La schizophrénie fait partie du spectre de la schizophrénie et des autres troubles psychotiques. Ce spectre comprend la schizophrénie, les autres troubles psychotiques et le trouble de la personnalité schizotypique. Ces troubles sont définis par des anomalies dont au moins un des 5 domaines suivants. Des idées délirantes, donc des croyances figées qui ne changent pas même par rapport aux preuves qui les contredisent. Elles peuvent être persécutrices, religieuses ou encore mégalomaniaques. Des hallucinations, qui sont des expériences perceptives qui interviennent sans stimuli externe. Elles ont la force et l'impact des perceptions normales, mais elles ne sont pas sous le contrôle de la volonté. Et les hallucinations auditives sont les plus fréquentes. Les pensées désorganisées par rapport au discours, où le discours peut passer d'un sujet à l'autre. Les réponses peuvent être reliées de manière indirecte aux questions, voire même ne pas y être reliées du tout. Et plus rarement, le discours peut être si gravement désorganisé qu'il paraît n'avoir aucun sens. Un comportement moteur grossièrement désorganisé, et ça se manifeste de diverses manières allant de la niaiserie puérile à une agitation imprévisible. Les problèmes peuvent être relevés dans toutes les actions menant à un but, ce qui conduit à des difficultés à réaliser les activités du quotidien. Et pour finir, les symptômes négatifs. Les 2 symptômes négatifs les plus prééminents dans ces troubles sont la diminution de l'expression émotionnelle, ça passe par la diminution des expressions du visage, du regard, l'intonation du discours ou même les mouvements des mains. Et l'aboulie qui est une diminution de la motivation pour des activités auto-initiées et dirigées vers un but. L'individu peut rester assis durant une longue période de temps sans forcément montrer d'intérêt de participation pour des activités professionnelles ou sociales. Il y a d'autres symptômes négatifs, mais je vous laisserai faire vos propres recherches si ça vous intéresse. Je souhaitais faire une petite aparté sur le trouble de la personnalité schizotypique et pourquoi il est mentionné comme faisant partie intégrante du spectre de la schizophrénie. En fait, le diagnostic de la personnalité schizotypique comprend un ensemble étendu de déficits dans les relations sociales et interpersonnelles, qui inclut la réduction de capacité à établir des relations interpersonnelles proches, ainsi que des distorsions cognitives et perceptuelles. Et pour ce trouble, le niveau d'anormalité des croyances, des pensées ou des perceptions est sous le seuil exigé pour le diagnostic de trouble psychotique. Et même s'il a un trouble de la personnalité, il fait donc partie du spectre de la schizophrénie. Maintenant, passons au diagnostic. Je vais vous citer les critères de diagnostic comme ils sont donnés dans le DSM-5. Donc on change d'angle et je vais lire sur mes notes, ce sera beaucoup plus simple. Pour moi, comme pour le montage et sûrement pour vous en termes de compréhension. Du coup, grand A. 2 ou plus parmi les symptômes suivants, chacun devant être présent dans une proportion significative de temps au cours d'une période d'au moins 1 mois ou moins en cas de traitement efficace. Au moins l'un des symptômes 1, 2 ou 3 doivent être présents. Petit 1, des idées délirantes. 2, hallucinations. 3, un discours désorganisé. Par exemple, une incohérence ou un déraillement fréquent. 4, un comportement grossièrement désorganisé ou catatonique. Et 5, des symptômes négatifs, aboulis ou diminution de l'expression émotionnelle. B. Depuis une proportion significative de temps depuis le début du trouble, le niveau de fonctionnement dans un domaine majeur tel que le travail, les relations interpersonnelles ou l'hygiène personnelle est passé d'une façon marquée en dessous du niveau atteint avant le début du trouble. Ou quand le trouble apparaît pendant l'enfance ou l'adolescence, le niveau prévisible de fonctionnement interpersonnel, scolaire ou professionnel n'a pas été atteint. Grand C. Des signes continus du trouble persistent depuis au moins 6 mois. Pendant cette période de 6 mois, les symptômes répondent au critère A, donc les symptômes de la phase active, doivent avoir été présents pendant au moins 1 mois ou moins en cas de traitement efficace. Dans le même laps de temps, des symptômes prodromiques ou résiduels peuvent également se rencontrer. Pendant ces périodes prodromiques ou résiduelles, les signes du trouble peuvent ne se manifester que par des symptômes négatifs ou par 2 ou plus des symptômes listés dans le critère A présents sous une forme atténuée, exemple des croyances étranges ou des expériences de perception inhabituelles. D. Un trouble schizoaffectif ou dépressif ou un trouble bipolaire avec manifestation psychotique ont été exclus parce que, petit 1, soit il n'y a pas eu d'épisode maniaque ou dépressif caractérisé concurremment avec la phase active des symptômes, soit, petit 2, si des épisodes de troubles de l'humeur ont été présents pendant la phase active des symptômes, ils étaient présents seulement pendant une courte période de temps sur la durée totale des phases actives et résiduelles de la maladie. E. Le trouble n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance, par exemple une drogue ou un médicament, ou à une autre pathologie médicale. Et pour finir, F,
S'il existe un antécédent de trouble du spectre de l'autisme ou du trouble de la communication débutant dans l'enfance, le diagnostic surajouté de schizophrénie est posé seulement si des symptômes hallucinatoires et délirants importants, en plus des autres symptômes de schizophrénie nécessaires au diagnostic, sont aussi présents pendant au moins 1 mois ou moins si le traitement est efficace. En gros, les symptômes diagnostiques de la schizophrénie sont un ensemble d'anomalies cognitives, comportementales ou émotionnelles. Mais aucun n'est pathognomonique, c'est-à-dire qu'il est propre au trouble. Le diagnostic implique la reconnaissance d'un ensemble de signes et de symptômes eux-mêmes associés à une altération du fonctionnement professionnel ou du fonctionnement social. Les personnes souffrant de ce trouble varient considérablement au regard de la plupart des caractéristiques, car la schizophrénie est un syndrome cliniquement hétérogène. La schizophrénie a des causes, ou du moins des facteurs à risque, aussi bien génétiques qu'environnementaux. Du point de vue génétique, il existe a priori 2 prédispositions génétiques à la maladie. La première sont certaines variations génétiques qui ont été identifiées comme associées à un surrisque de développer la maladie si le sujet est exposé aux facteurs environnementaux. Et d'autre part, il y a quelques mutations ponctuelles rares qui sont décrites comme ayant un impact majeur sur le risque de développer la schizophrénie. Elles toucheraient majoritairement les gènes jouant un rôle dans la plasticité neuronale. Et pour ce qui est des facteurs environnementaux, il y en a 2 principaux. Le stress qui peut altérer différents mécanismes biologiques au niveau de plusieurs structures cérébrales et la consommation de plusieurs substances psychogènes comme le cannabis. Ces substances contiennent du THC qui perturberait la maturation cérébrale. Il agirait sur les récepteurs qui l'activent et ils sont nombreux au niveau des zones du cerveau impliquées dans les pathologies psychiatriques et particulièrement dans les régions où la plasticité est importante. Les caractéristiques psychotiques de la schizophrénie apparaissent typiquement entre la fin de l'adolescence et le milieu de la 3e décennie. Et la prévalence de la schizophrénie est d'environ 0,3 à 0,7% de la population mondiale. Les diagnostics différentiels sont des troubles très ressemblants à d'autres et dont le diagnostic peut être confondu. Pour la schizophrénie, il y a un certain nombre de diagnostics différentiels et, spoiler alert, le TDI n'en fait pas partie. Je vais donc vous donner les différents diagnostics différentiels ainsi que leurs ressemblances ou principales différences avec la schizophrénie. Le trouble dépressif caractérisé ou trouble bipolaire avec caractéristiques psychotiques ou catatoniques. Ici, la distinction dépend de la relation temporelle entre le trouble de l'humeur et les épisodes psychotiques, mais aussi de la gravité des symptômes maniaques ou dépressifs. Si les idées délirantes ou les hallucinations surviennent exclusivement durant les périodes de dépression caractérisée ou les périodes maniaques, le diagnostic sera celui d'un épisode dépressif ou d'une bipolarité avec caractéristiques psychotiques. Le trouble schizoaffectif. Un diagnostic de ce trouble requiert un épisode dépressif caractérisé ou maniaque dans le même laps de temps que les symptômes de la phase active, et que les symptômes affectifs soient présents durant la majorité, voire la totalité de la période de la phase active. Le trouble schizophréniforme et les épisodes psychotiques brefs. Ces troubles ont une durée plus courte que la schizophrénie, comme elle est précisée dans le critère C. Dans le trouble schizophréniforme, les symptômes sont présents durant au moins 6 mois, et dans les épisodes psychotiques brefs, les symptômes sont présents pendant plus d'1 jour, mais moins d'1 mois. Les troubles délirants. Le trouble délirant peut être différencié de la schizophrénie par l'absence d'autres symptômes de la schizophrénie. La personnalité schizotypique. La personnalité schizotypique peut être différenciée de la schizophrénie par la présence de symptômes subliminaux qui sont associés aux caractéristiques persistantes du trouble de la personnalité. Les troubles obsessionnels compulsifs et obsession du dysmorphie corporelle. Les personnes souffrant de ce trouble peuvent avoir un insight faible, voire même absent, et leurs préoccupations peuvent prendre des proportions délirantes. Mais ces troubles se distinguent de la schizophrénie par l'importance de ces obsessions, des compulsions et des préoccupations, avec l'apparition de comportements répétitifs, centrés sur le corps, sur la thésaurisation pathologique ou sur les odeurs corporelles. Le trouble du stress post-traumatique. Dans le trouble du stress post-traumatique, il y a des flashbacks qui ont des caractères hallucinatoires, mais aussi une hypervigilance qui peut atteindre des proportions persécutrices. Mais pour faire le diagnostic nécessaire, il faut être en mesure de retrouver un épisode traumatique et des éléments symptomatiques caractéristiques ayant trait à la reviviscence de l'événement, ou même à une réaction de cet événement. Le TSA ou le trouble de la communication. Ces troubles peuvent aussi avoir des symptômes qui ressemblent à ceux d'épisodes psychotiques, mais ils sont différenciés par leurs déficits respectifs dans les interactions sociales, et même par d'autres déficits cognitifs et de la communication. Une personne ayant un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble de la communication doit avoir des symptômes qui répondent complètement aux critères de la schizophrénie, avec des hallucinations et des idées délirantes importantes, et ce pendant 1 mois pour être diagnostiqué comme ayant une comorbidité schizophrénique. Et pour finir, les autres troubles mentaux associés à un épisode psychotique. Les personnes ayant un trouble psychotique induit par une substance ou un médicament peuvent avoir des symptômes répondant au critère A de la schizophrénie. Mais un trouble psychotique induit par une substance ou un médicament peut habituellement être distingué de la schizophrénie par la relation chronologique entre la prise de la substance et le début de la psychose, mais aussi par sa rémission en l'absence de prise. Maintenant, passons aux comorbidités. La fréquence des comorbidités avec des troubles liés aux substances est élevée dans la schizophrénie.
et la comorbidité avec des troubles anxieux est de plus en plus reconnue, mais aussi la fréquence des troubles obsessionnels compulsifs ou du trouble panique. Des troubles de la personnalité schizotypique et paranoïaque peuvent parfois précéder le début de la schizophrénie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cet épisode vous aura donné l'occasion de mieux comprendre ce qu'est la schizophrénie. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker et vous abonner. Et vous pouvez même me dire ce que vous avez pensé de mes explications en commentaire. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.